Ma belle-fille m'a dit « N'allez jamais chez ma mère ». Ces mots m'ont transpercé comme des éclats de verre. Une nuit, le désespoir m'a poussé à enfreindre cette règle. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose que je n'aurais jamais pensé partager. Et si, ne serait-ce qu'une seconde, cela vous semble familier? Je vous demande seulement d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Cela m'aidera à continuer à ouvrir mon cœur. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres de mon appartement exigu à Paris comme une visiteuse réticente. J'avais 72 ans, debout dans ma cuisine, vêtue du même peignoir bleu délavé que je possédais depuis 15 ans. Mes mains tremblèrent légèrement, tandis que je versais du café tiède dans une tasse ébréchée. Ce genre de tremblement qui ne vient pas de l'âge, mais des années passées à porter des fardeaux trop lourds pour une seule personne. L'odeur de cigarettes froides de l'appartement du dessous se mêlait aux effluves de la cuisine de ma voisine, créant une atmosphère suffocante. C'était mon monde, désormais. 4 murs témoins de ma routine quotidienne de désespoir silencieux. Me réveiller. Vérifier mon téléphone pour des messages qui n'arrivaient jamais. Faire du café. Regarder par la fenêtre la rue animée en bas, observant les autres vivre des vies qui semblaient tellement plus pleines que la mienne. Ce matin-là, mon téléphone a vibré. Un texto de ma belle-fille, Sophie. Mon cœur a bondi d'espoir. Peut-être qu'aujourd'hui serait différent. Peut-être qu'aujourd'hui, je serais incluse dans quelque chose, n'importe quoi. Dîner dimanche, chez nous. 16 heures. Juste la famille proche. Juste la famille proche. Ces mots piquaient comme du sel sur une plaie ouverte. N'étais-je pas de la famille proche? J'étais la mère de Marc, pour l'amour de Dieu. J'avais élevé ce garçon à partir de rien, j'avais tout sacrifié pour lui offrir une belle vie. Mais d'une manière ou d'une autre, dans le monde de Sophie, j'existais à la périphérie de ma propre famille. Je me suis habillée avec soin ce dimanche-là, choisissant mon plus beau pull, celui bleu marine avec des boutons de nacre que mon défunt mari, Henri, aimait tant. J'ai même mis du rouge à lèvres, chose que je faisais rarement maintenant. L'espoir nous fait faire des choses étranges. Il nous fait croire que cette fois-ci sera différente. Le trajet en RER jusqu'à leur pavillon en banlieue m'a semblé une éternité. Je serrais fort mon sac à main, à l'intérieur duquel se trouvait un petit cadeau pour ma petite fille Emma. Un livre de contes de fées que j'avais trouvé dans une brocante du quartier. Les pages étaient légèrement jaunies, mais les illustrations étaient magnifiques. Je m'imaginais le lui lire, sa petite tête blottie contre mon épaule. Mais quand je suis arrivée devant leur maison en meulière, l'atmosphère était lourde de tension. Sophie a ouvert la porte avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « Martine », a-t-elle dit, « pas maman ou même mamie Martine comme elle m'appelait autrefois. Juste Martine. Entrez, mais je dois d'abord vous dire quelque chose. » Elle m'a tirée à l'écart, loin de Marc et Emma qui regardèrent la télévision. Sa voix est tombée à un murmure, mais les mots m'ont frappé comme un coup de masse. N'allez jamais chez ma mère. Promettez-le-moi. Il y a des complications, des problèmes de famille que vous ne comprendriez pas. J'ai hoché la tête, confuse et blessée. Quel genre d'avertissement était-ce? Pourquoi voudrais-je même aller chez sa mère? Mais l'intensité dans ses yeux, la façon dont ses doigts agrippaient mon bras, cela ressemblait à une menace déguisée en sollicitude. Le dîner était une pièce de théâtre. Nous avons tous joué nos rôles à la perfection. Marc a parlé de son travail au cabinet d'expertise comptable, sa voix mécanique, évitant mon regard. Emma m'a montré ses dessins, mais Sophie a rapidement détourné son attention ailleurs. Je me sentais comme une étrangère à la table de mon propre fils. Les conversations fusaient autour de moi, sans jamais m'inclure. Ils discutaient de projets de vacances auxquels je n'étais pas conviée, d'événements scolaires auxquels je n'assisterais pas, de décisions familiales prises sans mon avis. J'étais assise là, coupant mon rôti de bœuf en morceaux de plus en plus petits, avalant à la fois ma nourriture et mon humiliation. Quand j'ai proposé d'aider à faire la vaisselle, Sophie m'a repoussé d'un geste de la main. « On s'en occupe. » Quand j'ai suggéré qu'Emma vienne dormir à la maison un de ces jours, Marc a changé de sujet. Chaque tentative de connexion était accueillie par un détournement poli. Je suis partie ce soir-là en me sentant plus petite qu'à mon arrivée.
Le trajet de retour en RER était un flou de lumière fluorescente et de visages d'inconnus qui semblaient avoir un endroit où appartenir. J'ai monté les 3 étages jusqu'à mon appartement, chaque marche plus lourde que la précédente. Cette nuit-là, allongée dans mon lit étroit, l'avertissement de Sophie résonnait dans mon esprit. N'allez jamais chez sa mère. Que cachait-elle? Pourquoi ce secret? Plus j'y pensais, plus je devenais curieuse. Mais la curiosité mêlée à la blessure a une façon de fermenter en quelque chose de dangereux. Pendant des semaines, j'ai ressassé ce dîner dans ma tête. Les sourires forcés, les conversations guindées, le sentiment d'être toléré plutôt que bienvenu. Ce n'était pas comme ça que la famille était censée fonctionner. J'ai pensé à Henri, mon mari pendant 43 ans, et à la façon dont il aurait géré cette situation. Il savait toujours quoi dire, comment aplanir les difficultés. Mais Henri était parti depuis 8 ans maintenant, me laissant naviguer seule dans ces eaux familiales périlleuses. J'ai commencé à examiner ma relation avec mon fils et sa famille de manière plus critique. Quand les choses avaient-elles commencé à changer? Quand étais-je devenue l'étrangère qui regarde de l'extérieur? Peut-être était-ce lorsque Sophie et Marc ont déménagé dans cette plus grande maison en banlieue, financée en partie par un prêt que je leur avais accordé sur mes économies. Ou peut-être était-ce à la naissance d'Emma, et que soudainement la mère de Sophie est devenue la grand-mère préférée. Les souvenirs ont afflué, toutes les fois où j'avais été exclue, ignorée ou oubliée. La fête d'anniversaire où j'ai découvert par le bavardage innocent d'Emma qu'il y avait eu une célébration familiale à laquelle je n'étais pas invitée. Le matin de Noël où j'étais assise seule dans mon appartement pendant qu'ils ouvraient les cadeaux que j'avais achetés, mais que je n'étais pas là pour voir déballer. Les appels téléphoniques qui tombaient directement sur la messagerie vocale, les textos laissés en lus. J'ai commencé à tenir un journal, notant chaque affront, chaque déception, chaque moment où j'avais l'impression de mendier des miettes d'affection de ma propre famille. Les pages se sont rapidement remplies d'entrées écrites de ma main soignée, chacune un petit témoignage de mon isolement croissant. Ma voisine, Madame Ferreira, a remarqué ma baisse de morale. Elle aussi était veuve, quelques années plus jeune que moi, avec des yeux bruns chaleureux et une réserve inépuisable de pastéis de nata faite maison. Nous nous connaissions depuis plus de 10 ans, partageant occasionnellement une tasse de café et des plaintes sur le chauffage de l'immeuble. « Martine » m'a-t-elle dit un après-midi alors que nous récupérions notre courrier dans le hall. « On dirait que quelqu'un vous a volé votre soleil. Qu'est-ce qui se passe avec votre famille ?» Je me suis surprise à lui ouvrir mon cœur, lui parlant des dîners du dimanche qui ressemblaient à des interrogatoires, de la petite fille que je voyais à peine, de la belle-fille qui me traitait comme une invitée indésirable dans la vie de mon propre fils. Madame Ferreira a écouté avec le genre d'attention qui m'était devenu étranger. Authentique, bienveillante, sans jugement. « Ma petite », a-t-elle dit, utilisant le terme affectueux qu'elle avait commencé à m'appeler il y a des années, « parfois les gens que nous aimons le plus sont ceux qui nous blessent le plus profondément. Mais cela ne veut pas dire que vous devez continuer à les laisser faire. » Ces mots ont planté une graine dans mon esprit, mais je n'étais pas encore prête à la laisser pousser. J'étais encore prise dans cet espace dangereux entre l'espoir et le désespoir, croyant encore que si seulement j'essayais plus fort, si je donnais plus, si je demandais moins, les choses s'amélioreraient. La pression financière devenait impossible à ignorer. Pendant des années, j'avais été la banque secrète de Marc et Sophie. Quand ils ont eu besoin d'un apport pour leur maison, j'ai liquidé une partie de mon épargne retraite. Lorsque l'entreprise de traiteur de Sophie a eu des difficultés pendant la pandémie, je leur ai envoyé des chèques mensuels pour les aider avec le crédit immobilier. Quand Emma a eu besoin de cours particuliers, j'ai couvert les frais sans qu'on me le demande. Mon propre compte courant s'était réduit à presque rien, mais je me disais que ça en valait la peine. La famille prend soin de la famille, n'est-ce pas? C'est ce que Henri disait toujours. C'est ce que je croyais. Mais alors que j'étais assise à ma table de cuisine un soir, regardant une autre facture en retard pour mes propres dépenses, j'ai commencé à me demander si j'étais la seule dans cette famille à comprendre cette philosophie. Le point de rupture est arrivé un mardi ordinaire de novembre. Je déjeunais au bistrot du coin, mon petit plaisir hebdomadaire, un croque-monsieur et une soupe à la tomate qui me rappelèrent mon enfance, quand j'ai surpris une conversation à la table derrière moi. Elle ne cesse de se mêler de tout, disait une voix de femme.
la mère de Marc. Elle est si envahissante, si en demande d'attention. C'est épuisant. Mon sang se glaça. Je connaissais cette voix. C'était Sophie. Je veux dire, j'essaie d'être patiente avec elle, a poursuivi Sophie, mais elle ne comprend pas. Nous avons nos propres vies, notre propre dynamique familiale. Elle veut être impliquée dans tout, et c'est juste. Trop. La femme à qui elle parlait, je ne pouvais pas voir son visage, a fait des bruits de sympathie. Peut-être que tu dois fixer des limites plus fermes. Oh, je l'ai fait, a dit Sophie, et je pouvais entendre la suffisance dans sa voix. Je lui ai dit de ne pas aller chez ma mère. Il n'y a rien là-bas qu'elle ait besoin de voir de toute façon. Ma mère a ses propres problèmes. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est que Martine vienne semer la zizanie. Je suis restée figée à ma table, le croque-monsieur se transformant en carton dans ma bouche. Il parlait de moi comme si j'étais un problème à gérer, un fardeau à supporter. L'humiliation me brûlait comme de l'acide. J'ai payé mon addition avec des mains tremblantes et je suis rentrée chez moi dans un état second. Le vent de novembre transperçait mon manteau fin, mais il n'était pas à moitié aussi froid que la prise de conscience que ma propre famille me voyait comme rien de plus qu'un inconvénient. Ce soir-là, j'ai appelé Marc. Pour une fois, il a répondu. « Salut, maman. Qu'est-ce qui se passe? »« Je dois te demander quelque chose, » ai-je dit, ma voix plus stable que je ne le sentais. « Est-ce que tu me veux dans ta vie? Dans la vie d'Emma? Parce que parfois, j'ai l'impression que je ne fais que déranger tout le monde. » Il y a eu une pause. Une longue pause révélatrice. « Bien sûr qu'on te veut dans nos vies, maman. Tu es de la famille. C'est juste. Tu sais comment c'est. Sophie a beaucoup à faire avec le travail, l'école d'Emma et tout le reste. Parfois, c'est juste plus simple de garder les choses simples. Simple. Ce mot m'a frappé comme une gifle. J'étais une complication, un problème à simplifier. Je comprends, ai-je menti. Je vais essayer de vous donner plus d'espace à tous. Merci, maman. Je savais que tu comprendrais. Mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas comment la femme qui avait eu 3 emplois pour payer ses études supérieures était devenue quelqu'un qu'il fallait gérer. Je ne comprenais pas comment la grand-mère qui gardait Emma gratuitement chaque fois qu'ils en avaient besoin était devenue trop compliquée à inclure dans les dîners de famille. Je ne comprenais pas comment l'amour était devenu cette transaction à sens unique, où je donnais, donnais et donnais, et où il prenait, prenait et prenait. Les semaines passèrent dans un brouillard de solitude et de doute. La Toussaint est passée sans invitation. Je l'ai passée seule avec un plat surgelé et de vieilles photos, essayant de me souvenir du temps où les choses étaient différentes. Noël approchait, et je le redoutais. Une autre année à acheter des cadeaux pour des gens qui me voyaient comme une obligation. Mais ensuite, à la mi-décembre, quelque chose s'est produit qui a tout changé. Je revenais de l'épicerie, les bras chargés de sacs, quand j'ai vu Sophie sortir d'un immeuble que je ne reconnaissais pas. Elle était avec une femme plus âgée que je n'avais jamais rencontrée, mince, bien habillée, avec des cheveux argentés coiffés d'une coupe coûteuse. Elle riait de quelque chose, semblant détendue et heureuse d'une manière que je ne voyais jamais Sophie être avec moi. Je me suis réfugiée dans une entrée d'immeuble, ne voulant pas être vue, et je les ai regardés se dire au revoir en s'embrassant. La femme plus âgée est montée dans un taxi, et Sophie est partie dans la direction opposée, vers la station de RER. Ma curiosité était piquée. Qui était cette femme? Pourquoi avait-elle l'air si à l'aise ensemble? Une pensée terrible s'est glissée dans mon esprit. Était-ce la mère de Sophie? Celle qu'il m'était interdit de voir? J'ai rebroussé chemin sur les pas de Sophie, essayant de voir de quel bâtiment elle était sortie. C'était un bel immeuble haussmannien dans un bon quartier, avec des jardinières aux fenêtres et une entrée bien entretenue. Rien ne suggérait les complications ou les problèmes de famille que Sophie avait mentionnés. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. L'image de Sophie et de cette femme, riant ensemble comme de vieilles amies, tournait en boucle dans mon esprit. J'ai pensé à toutes les fois où Sophie avait été froide avec moi, toutes les fois où elle m'avait fait me sentir mal accueillie, et la voilà en train de passer ce qui semblait être un après-midi délicieux avec la mère de quelqu'un d'autre. L'injustice de la situation me rongeait,
Pourquoi sa propre mère, si c'était bien elle, méritait-elle rires et affections alors que j'étais traitée comme un fardeau? Qu'est-ce qui la rendait si spéciale et moi si dispensable? J'ai commencé à me promener dans ce quartier, me disant que j'explorais simplement une nouvelle partie de la ville. Mais en réalité, j'espérais les revoir, pour comprendre ce qui m'échappait. Quel était le secret qui faisait fonctionner leur relation alors que la mienne avec Sophie était un tel désastre? Lors de ma 3e visite dans le quartier, j'ai eu de la chance. J'ai vu la femme aux cheveux argentés entrer dans le même immeuble, seule cette fois. Elle se déplaçait lentement, prudemment, comme quelqu'un qui souffre ou qui est malade. Alors qu'elle cherchait ses clés, j'ai remarqué que ses mains tremblaient. Une idée s'est formée dans mon esprit. Une idée terrible, nécessaire. J'ai attendu le mardi suivant, quand je savais que Marc et Sophie seraient tous les deux au travail et qu'Emma serait à l'école. Je me suis habillée avec soin, pas trop chic, pas trop décontractée. Je voulais avoir l'air de quelqu'un qui appartenait à ce quartier. J'ai pris le métro puis le RER et j'ai marché sur le chemin familier jusqu'à l'immeuble. Mon cœur battait la chamade alors que je montais les marches de l'entrée. Qu'est-ce que je faisais? C'était de la folie. Sophie m'avait spécifiquement dit de ne pas venir ici. Mais le besoin de comprendre, de voir ce qui m'était caché, était plus fort que ma peur des conséquences. J'ai frappé à la porte. La femme qui a répondu était la même que j'avais vue avec Sophie, mais elle avait l'air différente maintenant. Fatiguée, inquiète. Ses cheveux argentés n'étaient pas coiffés et elle portait un peignoir à 2 heures de l'après-midi. « Oui » a-t-elle dit, sa voix prudente. « Je suis Martine » ai-je dit. La mère de Marc, la belle-mère de Sophie. Son expression a changé immédiatement. La surprise, puis quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. « Oh » a-t-elle dit. « Oh, mon Dieu. Je suis Hélène. S'il vous plaît, entrez. J'ai tellement entendu parler de vous. » Mais en entrant dans son appartement, j'ai tout de suite réalisé que quelque chose n'allait pas du tout. La première chose que j'ai remarquée, c'est l'odeur. Pas l'odeur confortable d'une maison habitée, mais quelque chose d'antiseptique et de triste. Le salon était magnifique, meubles coûteux, décorations de bon goût, fleurs fraîches, mais il semblait mis en scène, comme une salle d'exposition plutôt qu'un lieu où les gens vivaient réellement. Hélène m'a conduite à la cuisine, se déplaçant avec précaution, une main traînant le long du mur pour se soutenir. « Excusez-moi » a-t-elle dit. « J'ai une journée difficile. Certains jours sont meilleurs que d'autres. » Alors que nous nous asseyions à sa table de cuisine, elle a versé du thé d'un élégant service en porcelaine. Ses mains tremblaient en soulevant la théière, et j'ai remarqué des bleus sur ses poignets, le genre qui vient quand on s'agrippe trop fort aux choses ou qu'on est agrippé trop fort par quelqu'un d'autre. « Vous avez dit que vous aviez entendu parler de moi, » ai-je dit prudemment. « Par Sophie » Le rire d'Hélène était amer. « Oh oui, Sophie parle souvent de vous. De combien vous êtes exigeante, que vous ne comprenez pas les limites, que vous essayez toujours de vous ingérer dans leur vie. » Les mots m'ont frappé comme des coups, mais j'ai gardé une expression neutre. « C'est ce qu'elle dit. Elle dit beaucoup de choses, » a répondu Hélène, sa voix devenant plus basse. « Elle dit que vous êtes jalouse de notre relation, que vous ne supportez pas de ne pas être le centre de l'attention. Elle dit que vous êtes financièrement irresponsable et que vous leur demandez toujours de l'argent. » J'ai failli m'étouffer avec mon thé. Leur demander de l'argent? Je ne leur ai jamais demandé 1 centime. Au contraire, je leur envoie de l'argent depuis des années. Les yeux d'Hélène s'écarquillèrent. Que voulez-vous dire? Et alors je lui ai tout raconté. L'apport pour la maison, les prêts pour l'entreprise, les frais de tutorat, les innombrables petites sommes que j'avais envoyées chaque fois qu'ils prétendaient avoir des difficultés, mon épargne retraite que j'avais épuisée pour les aider à atteindre la vie confortable qu'ils menaient maintenant. Hélène a écouté dans un silence stupéfait. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse pendant un long moment, fixant sa tasse de thé. « Martine » a-t-elle dit enfin. « Je crois que nous avons toutes les deux été trompées. » Au cours de l'heure suivante, Hélène m'a raconté son histoire. Elle n'était pas la mère de Sophie. Elle était son ancienne employeuse et mentor, une femme d'affaires prospère qui avait pris Sophie sous son aile il y a des années.
Hélène luttait contre un début de démence et Sophie s'était progressivement immiscée dans sa vie, prétendant l'aider à gérer le ménage et les rendez-vous médicaux. Mais Hélène commençait à soupçonner que Sophie profitait de sa confusion et de sa vulnérabilité. De l'argent avait commencé à disparaître des comptes d'Hélène. Des factures restaient impayées, alors que Sophie prétendait gérer les finances d'Hélène. La propre fille d'Hélène vivait à l'autre bout du pays et ne venait que rarement, laissant Hélène dépendante de la gentillesse de Sophie. « Elle m'a dit que sa belle-mère était un problème », a dit Hélène. « Toujours à créer des drames, toujours à vouloir de l'argent. Elle a dit que vous essayiez de briser son mariage et de monter marque contre elle. J'ai eu pitié d'elle, d'avoir à gérer une situation familiale aussi difficile. » Le tableau devenait plus clair et plus horrible à chaque révélation. Sophie nous avait monté l'une contre l'autre, utilisant la maladie d'Hélène et mon besoin désespéré de lien familial pour nous manipuler toutes les deux. Elle m'avait dépeinte à Hélène comme une faiseuse de troubles avides, tout en décrivant Hélène à moi comme une complication familiale à éviter. Mais pourquoi? Qu'est-ce que Sophie gagnait à cette tromperie élaborée? La réponse est venue quand Hélène m'a montré son bureau. La pièce était remplie d'œuvres d'art coûteuses, de meubles anciens et de ce qui semblait être des documents financiers éparpillés sur un bureau d'époque. Hélène avait été une investisseuse en bourse très prospère, bâtissant une vaste fortune au fil de décennies de planification minutieuse. Même dans son état de confusion, je pouvais voir des preuves de richesse importantes. Des certificats d'action, des relevés bancaires affichant des soldes avec plus de zéros que je ne pouvais en compter, et même des documents sur des investissements en crypto-monnaies, y compris des avoirs en bitcoin. Sophie m'aide à gérer tout ça maintenant, a dit Hélène en désignant vaguement les papiers. Elle dit que c'est trop compliqué pour que je m'en occupe seule. Elle a été si serviable, s'occupant des détails que je ne peux pas retenir. Mon cœur s'est serré. Ce n'était pas de l'aide, c'était de l'exploitation financière. Sophie avait trouvé une femme riche et vulnérable, et prenait systématiquement le contrôle de ses actifs, tout en l'isolant de quiconque pourrait remarquer ce qui se passait. « Hélène, ai-je dit doucement, avez-vous fait examiner par un avocat les changements que Sophie a apportés à vos comptes ?» Hélène avait l'air confuse. « Des changements ? » Je ne suis pas sûre. Il y a peut-être eu des papiers que j'ai signés. Sophie a dit que c'était juste pour lui faciliter le paiement de mes factures. J'ai eu la nausée. C'était de l'abus de faiblesse, purement et simplement. Et Sophie m'avait utilisée comme une méchante commode pour expliquer toutes les questions qu'Hélène aurait pu avoir sur sa situation d'isolement. « Est-ce que votre fille est au courant de l'implication de Sophie dans vos finances ?» ai-je demandé. « Carmen ? Non, je ne crois pas. Sophie a dit que ça ne ferait que l'inquiéter inutilement. Elle a dit que Carmen a sa propre vie à vivre et ne devrait pas être accablée par mes problèmes. La manipulation était d'une perfection à couper le souffle. Sophie avait convaincu Hélène que sa propre fille n'avait pas besoin de savoir que sa santé déclinait ou de connaître ses arrangements financiers, tout en convainquant simultanément Hélène que j'étais une menace à éviter. Elle avait créé le scénario parfait pour isoler Hélène de toute personne qui pourrait la protéger. J'ai passé une autre heure avec Hélène, écoutant ses histoires sur sa carrière réussie, ses investissements, sa fierté d'avoir bâti une sécurité financière pour sa retraite. Elle avait travaillé dur pour sa richesse, prenant des décisions intelligentes en bourse et même des investissements précoces en crypto-monnaie qui avaient été très rentables. Sa valeur nette se chiffrait en millions, construite au fil de décennies de planification minutieuse. Et Sophie la volait, pièce par pièce, sous prétexte de l'aider. Quand j'ai finalement quitté la maison d'Hélène, mon esprit était en ébullition. J'ai marché dans les rues dans un état second, essayant de digérer ce que j'avais appris. Ma belle-fille n'était pas seulement froide et manipulatrice envers moi, elle était une criminelle. Elle profitait d'une femme âgée vulnérable tout en me faisant passer pour la méchante afin de couvrir ses traces. Mais que pouvais-je faire? Qui me croirait? Sophie avait passé des années à se forger une réputation de personne responsable dans la famille, tout en me dépeignant comme nécessiteuse et dramatique. Si j'allais voir Marc avec cette histoire, me croirait-il ou penserait-il que sa mère faisait enfin une sorte de dépression nerveuse? Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de penser à Hélène, seule dans cette grande maison, confuse et vulnérable,
faisant confiance à la femme qui la volait aveuglément. J'ai pensé à tous les mensonges que Sophie avait racontés sur moi, à toutes les fois où elle m'avait fait sentir que j'étais folle de vouloir une relation avec mon propre fils et ma petite-fille. Au matin, j'avais pris une décision. Je ne pouvais pas laisser cela continuer. Hélène avait besoin de protection, et j'avais besoin de preuves de ce que Sophie faisait. Mais je savais aussi que je devais être intelligente. Si j'affrontais Sophie directement, elle nierait tout et couperait probablement tout contact avec Hélène, rendant impossible toute aide. J'avais besoin de preuves, et je savais exactement comment les obtenir. Le lendemain, je suis allée dans un magasin d'électronique à Paris. Je n'avais jamais été douée pour la technologie. Henri s'était toujours occupé de tout ce qui concernait les ordinateurs ou les gadgets. Mais le désespoir vous fait apprendre vite. J'ai demandé au jeune vendeur de m'aider à trouver un petit appareil d'enregistrement, quelque chose que je pourrais cacher facilement. « Vous essayez de surprendre un conjoint infidèle », a-t-il demandé avec un sourire entendu. « Quelque chose comme ça », ai-je répondu. Il m'a montré un minuscule enregistreur numérique, pas plus grand qu'une clé USB, qui pouvait enregistrer pendant des heures avec une seule charge de batterie. Il était activé par la voix et pouvait être caché presque n'importe où. Parfait pour mes besoins. Je me suis entraînée à utiliser l'appareil à la maison jusqu'à ce que je sois sûre de pouvoir le manipuler sans maladresse. Puis j'ai planifié ma prochaine visite chez Hélène. J'ai d'abord appelé Hélène, disant que j'avais apprécié notre conversation et me demandant si je pouvais revenir. Elle a semblé heureuse de m'entendre, probablement la première connexion humaine sincère qu'elle avait eue depuis des mois. Bien sûr, Martine. Mais Sophie passe généralement le jeudi pour m'aider avec mes rendez-vous. Peut-être pourrions-nous nous voir vendredi à la place? Jeudi. Cela me donnait l'occasion parfaite. Jeudi après-midi, je me suis postée de l'autre côté de la rue de la maison d'Hélène et j'ai attendu. Comme prévu, Sophie est arrivée pile à l'heure, portant une mallette et l'air très professionnel. Elle a utilisé sa propre clé pour entrer, ce qui m'a semblé présomptueux mais pas nécessairement sinistre. J'ai attendu 20 minutes, puis j'ai frappé à la porte. Sophie a répondu, et l'expression sur son visage quand elle m'a vue était inestimable. Le choc, la colère et quelque chose qui aurait pu être de la peur ont traversé ses traits en succession rapide. « Martine, a-t-elle dit, sa voix tendue, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai spécifiquement dit de ne pas venir chez Hélène. » « Je sais ce que tu m'as dit, » ai-je répondu calmement. Mais Hélène et moi sommes devenus amis. Elle m'a invitée pour le thé. Je pouvais voir l'esprit de Sophie tourner à toute vitesse, essayant de trouver comment gérer ce développement inattendu. Derrière elle, je pouvais voir Hélène assise à la table de la cuisine, l'air confuse par la tension dans la voix de Sophie. « Ce n'est pas le bon moment, » a dit Sophie. Hélène a eu une journée difficile. Elle est très confuse. Mais Hélène a pris la parole depuis la cuisine. « N'importe quoi, Sophie. Je vais bien aujourd'hui. Martine, s'il vous plaît, entrez. » Je racontais justement à Sophie notre belle conversation d'hier. Sophie n'a eu d'autre choix que de s'écarter, mais je pouvais sentir sa colère rayonner comme de la chaleur. En passant devant elle pour entrer dans la maison, j'ai rapidement laissé tomber le minuscule appareil d'enregistrement derrière un bol décoratif sur la console de l'entrée. Il était activé par la voix. Donc il commencerait à enregistrer dès que nous commencerions à parler. L'heure qui a suivi a peut-être été la plus inconfortable de ma vie. Sophie a essayé de dominer la conversation, parlant pour Hélène chaque fois que possible, détournant toute question sur les finances ou la situation de vie d'Hélène. Mais Hélène, malgré ses moments de confusion, était clairement plus vive que Sophie ne le pensait. À un moment donné, Hélène a mentionné qu'elle s'inquiétait de certains relevés bancaires qui ne semblaient pas corrects. « Tu n'as pas à t'inquiéter de ça, » a dit Sophie rapidement. « Tu te souviens? Nous avons mis en place ce nouveau système pour tout te faciliter. L'important est que toutes tes factures soient payées. Mais les montants semblent si élevés, » a dit Hélène, « et je ne me souviens pas avoir autorisé certains de ces virements. » Le rire de Sophie sonnait faux. « Hélène, c'est pour ça que tu m'as demandé de t'aider. Ta mémoire n'est plus ce qu'elle était. Ce sont toutes des transactions dont nous avons discuté et que nous avons approuvées ensemble. » J'ai regardé cet échange avec un dégoût croissant. Sophie manipulait Hélène,
utilisant ses problèmes de mémoire contre elle pour couvrir ce qui était clairement un vol financier. « Hélène, ai-je dit prudemment, avez-vous envisagé de faire examiner ces relevés par votre fille Carmen, juste pour avoir l'esprit tranquille ?» Les yeux de Sophie ont lancé des éclairs dangereux. « Ce n'est pas nécessaire. Carmen est très occupée avec sa propre vie. De plus, j'ai maintenant la procuration financière, donc tout est géré correctement. » La procuration. Mon cœur s'est serré. Si Sophie avait le contrôle légal des finances d'Hélène, il serait beaucoup plus difficile de prouver un acte répréhensible ou de protéger les actifs d'Hélène. Je suis restée 1 heure de plus, faisant la conversation pendant que l'enregistreur captait chaque mot. Sophie était clairement impatiente que je parte, regardant sa montre à plusieurs reprises et faisant des commentaires sur le besoin de repos d'Hélène. Finalement, j'ai annoncé que je devais y aller. En rassemblant mon manteau et mon sac, j'ai fait en sorte de récupérer l'enregistreur de derrière le bol. Ni Sophie ni Hélène ne l'ont remarqué. « Martine, » a dit Sophie en me raccompagnant à la porte, « j'espère que tu comprends qu'Hélène a besoin de constance dans sa vie. Trop de visiteurs peut être accablant pour quelqu'un dans sa condition. Bien sûr, ai-je dit doucement. Je ne voudrais rien faire qui puisse la contrarier ou interférer avec les soins merveilleux que tu lui fournis. » Mon sarcasme lui a échappé. Ou peut-être était-elle tellement concentrée sur le fait de me faire sortir de la maison qu'elle l'a manqué. Ce soir-là, j'ai écouté l'enregistrement sur mon ordinateur portable, un autre défi technologique que j'ai réussi à surmonter par pure détermination. La plupart étaient une conversation banale, mais il y avait plusieurs moments accablants où Sophie rejetait les inquiétudes d'Hélène concernant ses finances et contredisait les souvenirs d'Hélène de leur conversation précédente. Ce n'était pas suffisant pour une affaire pénale, mais c'était un début. Et j'avais un plan pour en obtenir plus. Le lendemain matin, j'ai appelé Hélène et lui ai demandé si je pouvais revenir la semaine suivante. « J'adorerais », a-t-elle dit. « Sophie ne sera pas là lundi après-midi. Elle a un autre engagement. » Parfait. Lundi, je suis arrivée chez Hélène avec une proposition. J'avais fait des recherches pendant le week-end sur les ressources contre l'abus des personnes âgées et les services de protection financière. J'avais un plan, mais j'avais besoin de la coopération d'Hélène. « Hélène, » ai-je dit, « je vais vous demander quelque chose de difficile et j'ai besoin que vous réfléchissiez vraiment avant de répondre. Faites-vous entièrement confiance à Sophie avec votre argent? » Hélène est restée silencieuse pendant un long moment. « Je veux y croire, » a-t-elle dit enfin. Elle a été si serviable. Mais parfois, je regarde mes relevés bancaires et je ne comprends pas où tout l'argent est passé. Quand je pose des questions, elle s'impatiente avec moi. Elle dit que j'oublie nos conversations. Et si je vous disais qu'il y a un moyen d'obtenir des réponses indépendantes sur vos finances? Quelqu'un qui pourrait tout examiner sans que Sophie le sache? Les yeux d'Hélène s'illuminèrent. « M'aideriez-vous à faire ça? » Et nous avons donc élaboré un plan. Hélène rassemblerait des copies de ses récents relevés financiers, ceux que Sophie ne la croyait pas capable de comprendre. Je les apporterai à une conseillère financière que j'avais trouvée, quelqu'un spécialisé dans l'aide aux personnes âgées pour protéger leurs actifs. Il a fallu plusieurs jours à Hélène pour rassembler les documents sans éveiller les soupçons de Sophie. Quand elle m'a finalement tendu un dossier cartonné plein de relevés bancaires, de rapports d'investissement et de documents juridiques, mes mains tremblaient. « Promettez-moi quelque chose, » a dit Hélène. « Si Sophie me vole vraiment, vous m'aiderez à l'arrêter. J'ai travaillé si dur pour cet argent. Il était censé prendre soin de moi et laisser quelque chose à Carmen. Je vous le promets, ai-je dit. La conseillère financière que j'ai consultée était une femme nommée Isabelle Lambert, recommandée par le Centre pour seniors de mon quartier. Elle était spécialisée dans les cas d'abus financiers des personnes âgées, et elle avait déjà vu des situations comme celle d'Hélène. Isabelle a examiné les documents d'Hélène avec une efficacité professionnelle, mais je pouvais voir son expression devenir de plus en plus sombre à chaque page. « Martine, » a-t-elle dit enfin, « c'est l'un des pires cas que j'ai vus. Au cours des 18 derniers mois, plus de 400 000 € ont été transférés hors des comptes d'investissement d'Hélène. Les registres officiels montrent ces transactions comme autorisées pour des frais de gestion de patrimoine et des services de coordination des soins,
Mais les montants sont totalement déraisonnables. Elle m'a montré les schémas des transferts, de petites sommes au début, puis des sommes de plus en plus importantes à mesure que Sophie devenait apparemment plus audacieuse. Le transfert le plus récent avait été de 50 000 €, soi-disant pour des modifications d'urgence du domicile. Il y a aussi des preuves que le portefeuille d'actions d'Hélène a été liquidé sans qu'elle le sache, a poursuivi Isabelle. Elle avait des participations importantes dans des actions de premier ordre et des investissements en crypto-monnaies qui étaient assez précieux. Tout a été vendu au cours de la dernière année, prétendument pour simplifier sa situation financière. L'ampleur du vol était à couper le souffle. Sophie ne s'était pas contentée de détourner de l'argent des comptes d'Hélène, elle avait systématiquement liquidé toute la fortune d'Hélène. « Que pouvons-nous faire ?» ai-je demandé. « Nous devons agir rapidement », a dit Isabelle. « Si cela continue au rythme actuel, Hélène sera ruinée financièrement d'ici 1 an ou 2. Je peux aider Hélène à révoquer la procuration de Sophie et à mettre en place une surveillance appropriée de ses comptes, mais Hélène devra être prête à affronter Sophie directement. » Ce soir-là, j'étais assise dans mon appartement, fixant les documents financiers qu'Isabelle avait copiés pour moi. Les preuves étaient accablantes, mais je savais que Sophie ne se laisserait pas faire sans se battre. Elle avait bâti tout son style de vie sur l'argent volé d'Hélène, et elle m'avait utilisé comme bouc émissaire depuis si longtemps que personne dans ma famille ne croirait la vérité sans preuve absolue. J'avais besoin de plus que des registres financiers. J'avais besoin que Sophie avoue, sur enregistrement, ce qu'elle avait fait. L'occasion s'est présentée plus tôt que je ne l'avais prévu. Hélène m'a appelé mercredi, l'air affolé. « Martine, pourriez-vous venir ?» Sophie est là, et elle me demande de signer des papiers. Elle dit que ce sont juste des mises à jour de mon testament, mais j'ai peur. Après ce que nous avons découvert sur mon argent, je ne sais plus quoi croire. « J'arrive tout de suite », ai-je dit. J'ai attrapé mon petit enregistreur et j'ai pris le RER aussi vite que possible. Quand je suis arrivée chez Hélène, j'entendais des voix de l'intérieur. La voix de Sophie, sèche et impatiente, et celle d'Hélène, confuse et effrayée. J'ai frappé à la porte. Sophie a répondu, et cette fois, elle n'a fait aucune tentative pour cacher son agacement. « Que veux-tu, Martine ?» Hélène m'a appelée, ai-je dit. Elle avait l'air bouleversée. Hélène va bien. Elle a juste des difficultés à se concentrer aujourd'hui. Ce n'est vraiment pas un bon moment pour les visites. Mais je l'ai poussée et suis entrée dans la maison. Hélène était assise à la table de la cuisine avec des papiers étalés devant elle, un stylo dans sa main tremblante. « Hélène, ça va ?» ai-je demandé. « Martine, Dieu merci tu es là », a dit Hélène. Sophie veut que je signe ces papiers, mais je ne comprends pas ce qu'ils signifient. Il parle de transférer des actifs et de changer les bénéficiaires, et je suis tellement confuse. J'ai regardé les documents. C'étaient des papiers juridiques complexes qui donneraient à Sophie encore plus de contrôle sur les actifs restants d'Hélène. Si Hélène les signait, Sophie posséderait essentiellement tout ce qu'il restait à Hélène. « Sophie, ai-je dit, ne penses-tu pas qu'Hélène devrait faire examiner ces documents par un avocat avant de les signer ?» Le visage de Sophie est devenu rouge. Hélène n'a pas besoin d'avocat. Ce sont juste des mises à jour de routine. Son testament précédent était obsolète, et ces changements rendront tout beaucoup plus simple. « Plus simple pour qui ?» ai-je demandé. « Pour Hélène, évidemment. Regarde-la, elle se souvient à peine de quel jour on est. Elle a besoin de quelqu'un de responsable pour gérer ses affaires. »« Quelqu'un comme toi ?» ai-je insisté. « Quelqu'un comme moi », a confirmé Sophie. « Je m'occupe d'Hélène depuis plus d'1 an. J'ai sacrifié du temps avec ma propre famille pour m'assurer qu'elle soit en sécurité et à l'aise. Le moins qu'elle puisse faire, c'est de montrer un peu de gratitude. » Hélène avait l'air abattue. « De la gratitude ? Sophie, je t'ai payé pour ton aide. N'est-ce pas ?» Le rire de Sophie était froid. « Hélène, tu sais que ta mémoire n'est pas fiable. Nous en avons discuté de nombreuses fois. Tu m'as demandé de t'aider comme une faveur, comme une amie. Tout l'argent qui a changé de main était pour tes propres dépenses. » Je sentais mon petit enregistreur dans ma poche et je priais pour qu'il capte chaque mot de cette conversation. « Quelle dépense ?» a demandé Hélène, sa voix se raffermissant. Martine m'a aidé à examiner mes relevés de compte. Il y a des virements que je ne me souviens pas avoir autorisés.
De grosses sommes d'argent allant sur des comptes que je n'ai jamais vus auparavant. Le sang-froid de Sophie commençait à se fissurer. « Hélène, tu es de nouveau confuse. Martine t'a rempli la tête de théories du complot. Elle a toujours été jalouse des gens qui réussissent, toujours à chercher quelqu'un à blâmer pour ses propres problèmes. Laisse Martine en dehors de ça, a dit Hélène avec une fermeté surprenante. Je veux savoir où est passé mon argent. Ton argent est passé à prendre soin de toi, a claqué Sophie. Tu crois que gérer ta vie est gratuit? Tu crois que j'aime passer mes journées à m'occuper de tes rendez-vous médicaux et de tes papiers financiers? Tu as de la chance que j'ai bien voulu t'aider. Le masque tombait enfin. Le ton de Sophie était passé d'une patience condescendante à un ressentiment ouvert. « M'aider » a répété Hélène. « Tu m'as volé. » « Volé » Sophie s'est levée brusquement, sa chaise grinçant contre le sol. « Je t'ai sauvée de toi-même. Tu prenais de terribles décisions financières. Tu faisais confiance aux mauvaises personnes. Tu devenais confuse sur tes propres affaires. Sans moi, tu aurais tout perdu à cause d'escrocs ou d'une stupide erreur d'investissement. Alors, tu as décidé de le voler à la place? » La voix d'Hélène était plus claire et plus énergique que je ne l'avais entendue auparavant. « Je n'ai rien volé !» a crié Sophie. « J'ai protégé tes actifs en les consolidant sous une gestion appropriée. Tout ce que j'ai fait était légal et dans ton meilleur intérêt. » Dans l'intérêt de qui? Suis-je intervenue? Parce qu'il semble que la seule personne qui ait bénéficié de la protection d'Hélène, c'est toi. Sophie s'est tournée vers moi avec fureur. « C'est de ta faute, Martine. Tu ne pouvais pas laisser les choses tranquilles, n'est-ce pas? Tu as dû venir ici et empoisonner Hélène contre moi avec tes délires paranoïaques. » « Mes délires paranoïaques sur quoi? » ai-je demandé calmement. « Sur le fait que je vole l'argent d'Hélène, que je la manipule, que je suis une sorte de criminel. Tu es juste contrarié parce qu'Hélène et moi avons une vraie relation, contrairement au drame artificiel que tu essaies de créer avec Marc et moi. Donc, tu n'as pas pris d'argent sur les comptes d'Hélène? » ai-je insisté. Sophie a hésité, réalisant qu'elle se mettait dans une impasse. Toutes les transactions financières étaient autorisées et nécessaires pour les soins d'Hélène. 400 000 € pour des soins? Ai-je demandé. Le chiffre a frappé Sophie comme un coup physique. Son visage est devenu blanc, et je pouvais voir son esprit s'emballer alors qu'elle essayait de comprendre comment je pouvais connaître le montant spécifique. « Comment tu... » a-t-elle commencé, puis s'est arrêtée. « Comment je sais combien tu as volé? » ai-je terminé. Parce qu'Hélène et moi avons fait examiner ses comptes par une conseillère financière. Nous savons pour les virements non autorisés, le portefeuille d'actions liquidé, les investissements en crypto-monnaie que tu as encaissés sans qu'elle le sache. Le monde soigneusement construit de Sophie s'effondrait autour d'elle, et elle le savait. Mais au lieu d'admettre ce qu'elle avait fait, elle est passée à l'attaque. Hélène a autorisé toutes ces transactions, a-t-elle insisté. Elle ne s'en souvient peut-être pas, mais elle a signé tous les papiers. J'ai des documents qui prouvent que tout était légal. Des documents que tu l'as poussée à signer quand elle était confuse et vulnérable, ai-je dit. Hélène n'est pas une enfant, a rétorqué Sophie. C'est une adulte compétente qui a pris ses propres décisions financières. Si elle regrette ses décisions maintenant, ce n'est pas de ma faute. Hélène s'est levée lentement, ses mains appuyées sur la table pour se soutenir. Quand elle a parlé, sa voix était stable et claire. « Sophie, je veux que tu quittes ma maison. Je veux que tu me rendes ma clé. Et je ne veux plus que tu reviennes. » Sophie la regarda, choquée. « Hélène, tu ne le penses pas. Tu es juste confuse. Martine t'a manipulée, t'a rempli la tête de mensonges. Les seuls mensonges que j'ai entendus viennent de toi, » a dit Hélène. Martine m'a montré de la gentillesse et du respect. Toi, tu m'as traitée comme une idiote tout en me volant les économies de toute une vie. « J'ai sauvé les économies de ta vie, » a hurlé Sophie. Sans moi, tu aurais tout perdu à cause de tes propres mauvaises décisions. Je mérite une compensation pour tout ce que j'ai fait pour toi. Une compensation? La voix d'Hélène s'est élevée pour correspondre au volume de Sophie. Tu m'as pris près d'1 demi-million d'euros? Combien de compensations penses-tu mériter? Sophie a semblé réaliser qu'elle en avait finalement trop dit. Son visage a traversé une série rapide d'expressions. Colère, peur, calcul, avant de se figer dans un défi froid. « Très bien, » a-t-elle dit. « Si c'est comme ça que tu le veux, Hélène,
Alors bonne chance pour gérer ta vie sans moi. Mais ne viens pas pleurer quand tu finiras dans une maison de retraite parce que tu ne peux plus prendre soin de toi. Elle a ramassé les documents juridiques non signés et les a fourrés dans sa mallette. Et Martine, a-t-elle ajouté, en se tournant vers moi, reste loin de ma famille. Tu as déjà causé assez de problèmes. Ta famille? Ai-je répondu. Tu veux dire mon fils et ma petite fille? La famille que je soutiens financièrement depuis des années, pendant que tu dises à tout le monde que je suis un fardeau? Les yeux de Sophie se sont écarquillés en réalisant que je connaissais aussi ce mensonge. Marc ne te croira jamais, a-t-elle dit. Il me fait confiance à moi, pas à toi. Si tu essaies de le monter contre moi avec ces accusations ridicules, tu finiras juste par passer pour une vieille femme amère et délirante. Alors nous verrons, n'est-ce pas? Ai-je dit. Sophie est sortie de la maison en trombe, claquant la porte si fort que le vaisselier d'Hélène a tremblé. Dans le silence qui a suivi, Hélène s'est affalée sur sa chaise, l'air épuisé mais soulagé. « Merci », a-t-elle murmuré. « Je ne sais pas ce qui se serait passé si tu n'étais pas venu aujourd'hui. »« Tu n'as pas à me remercier, » ai-je dit. « Nous nous sommes protégés mutuellement. » Au cours de la semaine suivante, Hélène et moi avons travaillé avec Isabelle Lambert pour sécuriser les actifs restants d'Hélène et révoquer toutes les autorisations financières de Sophie. Nous avons également déposé une plainte pour abus de faiblesse et consulté un avocat pénaliste sur la possibilité de poursuivre des accusations. Le processus était compliqué et émotionnellement épuisant, mais Hélène était déterminée à aller jusqu'au bout. « Je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça », a-t-elle dit lors d'une de nos réunions avec l'avocat. « Et je ne la laisserai pas faire ça à quelqu'un d'autre. » Mais je savais que le plus dur était encore à venir. Je devais dire à Marc ce que sa femme avait fait, et je devais le faire d'une manière qu'il ne pourrait pas rejeter ou rationaliser. Dimanche soir, j'ai appelé Marc et lui ai demandé si je pouvais passer pour une réunion de famille. Quelque chose d'important que je devais discuter avec lui et Sophie ensemble. « Tout va bien, maman ?» a-t-il demandé, et j'ai pu entendre une réelle inquiétude dans sa voix pour la première fois depuis des mois. « Tout ira bien, » ai-je dit. Mais il y a des choses que Sophie et moi devons éclaircir. Quand je suis arrivée chez eux le soir suivant, l'atmosphère était tendue, mais pas hostile. Marc semblait vraiment perplexe face à la mystérieuse réunion que j'avais demandée, tandis que Sophie avait l'air de se préparer au combat. Emma était chez une amie pour une soirée pyjama, donc nous n'étions que nous trois dans leur salon, une pièce que j'avais aidé à meubler avec mes contributions financières au fil des ans. « Alors » a dit Marc après que nous nous soyons installés sur le canapé, « de quoi s'agit-il » J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment. Le moment où soit je retrouvais ma place dans cette famille, soit je la perdais pour toujours. « Marc, » ai-je dit, « je dois te dire des choses sur Sophie que tu ne vas pas vouloir entendre. Mais j'ai besoin que tu écoutes toute l'histoire avant de porter un jugement. » Marc a jeté un coup d'œil à Sophie, qui était assise, rigide, à côté de lui. « Maman, si c'est parce que toi et Sophie ne vous entendez pas, peut-être devrions-nous parler de thérapie familiale au lieu de la confrontation que tu prévois. Il ne s'agit pas de ne pas s'entendre, ai-je dit. Il s'agit du fait que Sophie a commis un abus de faiblesse criminelle sur une femme vulnérable nommée Hélène Lefebvre. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Marc me regardait comme si je venais d'annoncer que j'étais une extraterrestre, tandis que le visage de Sophie était devenu complètement pâle. « Quoi ?» a dit Marc finalement. « Maman, de quoi tu parles? J'ai sorti mon dossier de preuves, les documents financiers, les transcriptions des enregistrements, l'analyse d'Isabelle Lambert sur les actifs volés d'Hélène. J'ai tout étalé sur leur table basse. Sophie a systématiquement volé de l'argent à une femme âgée atteinte d'un début de démence, ai-je dit. Au cours des 18 derniers mois, elle a pris près d'1 demi-million d'euros sur les comptes d'Hélène. Elle nous a également menti à tous les deux l'un sur l'autre pour nous empêcher de comparer nos informations sur son comportement. Marc a regardé les documents, puis Sophie, puis de nouveau moi. « C'est insensé, maman. Sophie ne connaît même pas de femme âgée nommée Hélène. » Sophie a enfin retrouvé sa voix. « Marc, ta mère m'a harcelée. Elle m'a suivie dans toute la ville, a harcelé une femme innocente
à inventer des théories du complot parce qu'elle ne peut pas accepter que nous ayons des limites dans notre relation. Te harceler? Ai-je répété. C'est comme ça que tu appelles le fait que j'ai découvert que tu abusais financièrement d'Hélène? Je n'ai jamais rien fait de mal, a insisté Sophie. Hélène m'a demandé de l'aide pour ses finances parce qu'elle devenait confuse et prenait de mauvaises décisions. Tout ce que j'ai fait était avec son plein consentement et son autorisation légale. Marc regardait alternativement l'une et l'autre comme s'ils regardaient un match de tennis. D'accord, tout le monde se calme. Maman, ce sont des accusations très graves. As-tu une preuve réelle de ce que tu prétends? J'ai sorti mon téléphone et j'ai joué l'enregistrement que j'avais fait de la confrontation de Sophie avec Hélène. Sa voix a rempli la pièce, claire et accablante. Je n'ai rien volé. J'ai protégé ses actifs en les consolidant sous une gestion appropriée. Toutes les transactions financières étaient autorisées et nécessaires pour les soins d'Hélène. Hélène n'est pas une enfant. C'est une adulte compétente qui a pris ses propres décisions financières. Pendant que l'enregistrement jouait, j'ai regardé le visage de Sophie passer par la panique, la rage et enfin la résignation. Marc a écouté dans un silence stupéfait, son expression devenant plus horrifiée à chaque mot accablant. Quand l'enregistrement s'est terminé, Marc s'est tourné vers Sophie. « C'est vrai? As-tu vraiment pris de l'argent à une vieille dame? » Le sang-froid de Sophie a finalement volé en éclats. « Tu ne comprends pas la situation, Marc. Hélène se faisait avoir par des conseillers financiers et des escrocs. Elle était confuse et prenait des décisions terribles. J'essayais de la protéger. »« En lui volant son argent ?» a demandé Marc. « Je n'ai rien volé !» a hurlé Sophie. « Je gérais ses actifs de manière responsable. Elle aurait tout perdu sans mon aide. 400 000 € de frais de gestion ?» ai-je demandé tranquillement. Sophie s'est retournée contre moi. « Espèce de sorcière manipulatrice. Tu as tout planifié. Tu complotes contre moi depuis des mois, n'est-ce pas? » J'ai essayé de comprendre pourquoi tu me traitais comme une ennemie, ai-je répondu. Maintenant, je sais que c'est parce que tu étais terrifiée que je découvre ce que tu faisais vraiment. Marc s'est levé brusquement, passant ses mains dans ses cheveux. C'est incroyable. Sophie, s'il te plaît, dis-moi qu'il y a une explication logique à tout ça. L'explication, c'est que ta mère est une femme amère et jalouse qui ne supporte pas que j'aie des amis et des relations en dehors de votre famille, a dit Sophie. Elle est obsédée par la destruction de notre mariage depuis la naissance d'Emma. Notre mariage? A répété Marc. Sophie, si ce que maman dit est vrai, tu as volé une femme âgée atteinte de démence. Ça n'a rien à voir avec notre mariage. Ça a à voir avec le fait que tu es une criminelle. Je ne suis pas une criminelle, a crié Sophie. Tout ce que j'ai fait était légal. Hélène a signé chaque document, autorisé chaque transaction. Si elle a changé d'avis plus tard, ce n'est pas de ma faute. J'ai sorti les documents juridiques non signés que Sophie avait tenté de faire signer à Hélène sous la pression. Y compris ceux-ci? Les papiers qui t'auraient donné le contrôle total sur les actifs restants d'Hélène? Marc a pris les documents et les a parcourus rapidement. Mon Dieu, Sophie, ça ferait de toi l'unique bénéficiaire de la succession de cette femme. Tu préparais aussi les funérailles d'Hélène? Ces documents étaient l'idée d'Hélène, a insisté Sophie. Elle voulait s'assurer que quelqu'un de responsable s'occuperait de ses affaires après son départ. « Quelqu'un comme toi ?» a demandé Marc, sa voix dégoulinante de dégoût. « Quelqu'un qui se soucie vraiment d'elle, contrairement à sa propre fille qui ne vient jamais lui rendre visite, » a rétorqué Sophie. « Alors tu as décidé de voler son héritage avant qu'elle ne meure ?» ai-je demandé. Marc s'est affalé sur le canapé, fixant les preuves étalées sur la table basse. « Depuis combien de temps ça dure ?»« Environ 18 mois, ai-je dit. À peu près au moment où toi et Sophie avez acheté cette maison et commencé les grandes rénovations. » Le visage de Marc est devenu blanc en faisant le lien. « L'argent pour les rénovations. »« Sophie, tu as dit que ça venait d'une prime au travail. » Sophie n'a rien dit. « Combien d'argent d'Hélène as-tu utilisé pour notre maison ?» a exigé Marc. « Toujours rien. »« Sophie, réponds-moi. » « Ce n'était pas l'argent d'Hélène, » a finalement dit Sophie. « C'était de l'argent que j'ai gagné en gérant ses affaires et en m'occupant de ses besoins. 40 000 € pour une rénovation de cuisine, c'était tes honoraires pour gérer les affaires d'Hélène ?» a demandé Marc, incrédule.
J'ai travaillé dur pour aider Hélène, a dit Sophie sur la défensive. Je méritais une compensation pour mon temps et mes efforts. Tu mérites d'aller en prison, a répondu Marc. La pièce est tombée dans le silence, à l'exception du son de la respiration saccadée de Sophie. Elle ressemblait à un animal acculé, dangereux et imprévisible. De toute façon, rien de tout ça n'a d'importance, a-t-elle dit finalement. C'est la parole d'Hélène contre la mienne, et elle est atteinte de démence. Personne ne la croira plutôt que moi. Ils croiront les registres financiers, ai-je dit. Et ils croiront les enregistrements de toi admettant avoir pris son argent. Les yeux de Sophie se sont rétrécis. Ces enregistrements sont illégaux. Tu ne peux pas enregistrer quelqu'un sans son consentement. En fait, ai-je dit, en France, il suffit du consentement d'une seule partie à la conversation. Comme j'étais présente à toutes les conversations que j'ai enregistrées, ils sont parfaitement légaux. Le regard de haine que Sophie m'a lancé à ce moment-là ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu. Si nous avions été seuls, je pense qu'elle m'aurait physiquement attaquée. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers Marc. « Tu dois choisir, a-t-elle dit. C'est ta mère ou moi. Si tu crois ces mensonges plutôt que ta propre femme, alors nous n'avons plus rien à nous dire. » Marc la regarda avec étonnement. « Tu me donnes un ultimatum? Après tout ce que maman vient de me montrer, tu penses être en position de faire des exigences? »« Je suis ta femme, » a dit Sophie. « Je suis la mère de ton enfant. Est-ce que ça ne signifie rien pour toi? » « Ça signifiait tout pour moi, » a répondu Marc. « Jusqu'à ce que je découvre que tu es une voleuse qui a manipulé ma famille et volé des personnes âgées. » Sophie a semblé réaliser que son mariage était terminé. Le regard calculateur est revenu dans ses yeux et je pouvais presque la voir planifier son prochain coup. « Très bien, » a-t-elle dit. « Si c'est comme ça que tu le veux, Marc, alors il en sera ainsi. Mais ne t'attends pas à ce que ce divorce soit facile. Je me battrai pour chaque centime, et je m'assurerai qu'Emma sache que tu as choisi ta mère amère plutôt que sa mère aimante. »« Tu t'assureras qu'Emma connaisse la vérité, » a dit fermement Marc. « Que sa mère est une criminelle qui a volé de l'argent à une vieille dame malade. »« Hélène n'est pas malade !» a hurlé Sophie. « Elle est juste oublieuse parfois. Et je ne lui ai jamais rien volé. Elle m'a payé pour des services légitimes. » « Un demi-million d'euros pour des services légitimes ?» ai-je demandé. Sophie a réalisé qu'elle s'était prise dans une autre contradiction, mais au lieu de reculer, elle s'est enfoncée dans ses mensonges. « Hélène a plus d'argent qu'elle ne sait quoi en faire, » a dit Sophie. « Elle est millionnaire plusieurs fois grâce à ses investissements en actions et en crypto-monnaies. L'argent qu'elle m'a payé n'était qu'une infime fraction de sa valeur nette totale. Donc, parce qu'elle est riche, c'est acceptable de la voler ?» a demandé Marc. « Je ne l'ai pas volée, » a insisté Sophie. « J'ai fourni des services précieux qu'elle était heureuse de payer. Des services comme quoi, ai-je insisté. Gestion financière, coordination des rendez-vous médicaux, supervision du ménage, compagnie, a énuméré Sophie. Hélène était seule et confuse. Je lui ai donné un but et une structure. Tu t'es donné accès à ses comptes en banque, a corrigé Marc. Elle m'a donné accès parce qu'elle me faisait confiance, a dit Sophie. Parce que j'étais la seule personne qui se souciait vraiment de son bien-être. Tu te souciais tellement de son bien-être que tu essayais de lui faire signer des documents faisant de toi son unique héritière? Ai-je demandé. Le visage de Sophie est redevenu rouge. Ces documents étaient une précaution au cas où il arriverait quelque chose à Hélène. Elle voulait s'assurer que ses actifs seraient gérés correctement. « Correctement par toi ?» a dit Marc. « Par quelqu'un qui comprenait ses volontés, » a répondu Sophie. « Ses volontés de donner tout son argent à une femme qu'elle a rencontrée il y a 2 ans au lieu de sa propre fille ?» ai-je demandé. Sophie s'est levée brusquement. « Je ne vais pas rester assise ici et écouter ça plus longtemps. Marc, tu sais qui je suis. Tu sais que je ne suis pas capable des choses dont ta mère m'accuse. Si tu choisis de croire ses fantasmes plutôt que ta propre femme, alors tu n'es pas l'homme que j'ai épousé. » Elle s'est dirigée vers la porte, mais Marc l'a rappelée. « Où vas-tu ? » ?»« Loin de cette folie, » a répondu Sophie. « Je serai chez ma sœur. Quand tu retrouveras tes esprits et que tu réaliseras que ta mère t'a manipulé, tu pourras m'appeler. »« Sophie, » a dit Marc,
Si tu quittes cette maison ce soir, ne te donne pas la peine de revenir. Et ne pense pas à emmener Emma avec toi. Je ne laisserai pas ma fille être élevée par une voleuse. Sophie s'est retournée pour lui faire face. Tu ne peux pas m'empêcher de voir ma propre fille. Regarde-moi faire, a dit Marc. La première chose que je fais demain matin, c'est appeler un avocat et demander la garde d'urgence. Aucun juge au monde ne donnera la garde à une femme qui a volé des personnes âgées atteintes de démence. Tu ne peux pas prouver que j'ai volé quoi que ce soit, a dit Sophie désespérément. J'ai brandi le dossier de preuves. En fait, si, nous le pouvons. Les registres financiers, les aveux enregistrés, le témoignage d'Hélène. Tout est documenté. Sophie a regardé le dossier comme si c'était un serpent venimeux. Tu as détruit ma vie, m'a-t-elle dit. Tu as détruit ta propre vie, ai-je répondu. J'ai juste fait en sorte qu'Hélène ne perde pas la sienne. Hélène ne sait même pas ce qui lui arrive, a dit Sophie amèrement. La moitié du temps, elle ne se souvient pas de l'année. Elle s'est souvenue assez pour savoir que tu la volais, a souligné Marc. Sophie a ouvert la bouche pour répondre, puis a semblé réaliser qu'il n'y avait plus rien à dire. Sans un mot de plus, elle est sortie de la maison, nous laissant, Marc et moi, seuls dans un silence stupéfait. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Marc était assis, fixant les preuves que j'avais étalées sur sa table basse, prenant de temps en temps un document et le lisant plus attentivement. Je le regardais assimiler la réalité que sa femme était une criminelle et que son mariage était terminé. Finalement, il a levé les yeux vers moi. « Maman, je suis tellement désolée. »« Pourquoi ?» ai-je demandé. « Pour ne pas t'avoir cru à propos de Sophie. Pour t'avoir exclue. Pour t'avoir fait sentir que tu n'étais pas la bienvenue dans notre famille. » Sa voix s'est légèrement brisée. Elle m'a dit que tu étais jalouse et exigeante, que tu essayais de nous séparer. Je pensais protéger mon mariage en gardant une certaine distance avec toi. Elle avait besoin de m'isoler, ai-je dit doucement. Si nous avions été proches, j'aurais peut-être compris ce qu'elle faisait beaucoup plus tôt. Comment l'as-tu compris ? A demandé Marc. Je lui ai raconté avoir surpris la conversation de Sophie au bistrot, l'avoir vue avec Hélène, mes soupçons croissants sur ses avertissements de rester loin de la maison d'Hélène. J'ai expliqué comment Hélène et moi avions découvert que nous étions toutes les deux manipulées et trompées. Je n'arrêtais pas de penser qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec moi, a dit Marc. Sophie avait toujours des explications pour lesquelles nous ne pouvions pas te voir plus souvent. Pourquoi Emma ne pouvait pas dormir chez toi? Pourquoi tu semblais si nécessiteuse et dramatique? Je pensais que j'étais juste pris au milieu d'un conflit de personnalité. Elle est très douée pour la manipulation, ai-je dit. Elle avait convaincu Hélène que sa propre fille ne se souciait pas d'elle. Elle m'avait convaincu que vous et Emma étiez mieux sans moi. Elle t'avait probablement convaincu que me tenir à distance était la chose responsable à faire. Marc a hoché la tête. Elle a dit que tu vieillissais et devenais plus exigeante, que ce n'était pas sain pour Emma de te voir quand tu étais contrariée ou émotive. Elle a fait passer ça comme si elle protégeait Emma d'une grand-mère instable. Les mots faisaient mal, mais je comprenais maintenant qu'ils faisaient partie de la campagne calculée de Sophie pour m'isoler de ma famille. « Que se passe-t-il maintenant ?» ai-je demandé. « Maintenant, j'appelle un avocat, » a dit Marc. « Je demande le divorce et la garde d'urgence d'Emma. Je coopère avec toute enquête criminelle ouverte sur le vol de Sophie contre Hélène. Et j'essaie de reconstruire la relation avec toi que Sophie a passé des années à détruire. »« Et Emma ?» ai-je demandé. « Comment expliques-tu à une fillette de 8 ans que sa mère est une criminelle ?» Marc s'est frotté le visage avec ses deux mains. « Je ne sais pas. Je suppose que je commencerai par la vérité, avec un langage adapté à son âge. Que maman a fait de très mauvais choix et a blessé des gens, et c'est pourquoi elle ne peut plus vivre avec nous. Elle va être dévastée, ai-je dit. Elle s'en sortira mieux sans l'influence de Sophie, a répondu fermement Marc. Je ne veux pas que ma fille grandisse en pensant qu'il est normal de mentir, de voler et de manipuler les gens. Au cours des semaines suivantes, notre famille a subi une transformation radicale. Marc a demandé le divorce le lendemain de notre confrontation, citant l'abus financier criminel de Sophie envers Hélène comme motif. Le tribunal lui a accordé la garde exclusive temporaire d'Emma en attendant une enquête complète. Sophie s'est battue vicieusement contre le divorce et l'arrangement de garde,
engageant un avocat coûteux et affirmant que les accusations d'Hélène étaient le résultat d'une paranoïa liée à la démence. Elle s'est présentée comme la victime d'une femme âgée vindicative et d'une belle-mère manipulatrice qui avait conspiré pour détruire son mariage. Mais les preuves étaient accablantes. Les registres financiers d'Hélène montraient des schémas clairs de transferts non autorisés et de liquidation d'actifs. Les conversations enregistrées capturaient Sophie, admettant avoir pris l'argent d'Hélène et essayant de la pousser à signer pour plus d'actifs. L'analyse experte d'Isabelle Lambert a démontré que les frais de gestion de Sophie étaient totalement déraisonnables et constituaient un vol. Le plus accablant de tout, les enquêteurs ont découvert que Sophie avait mené la même escroquerie sur 2 autres clients âgés avant de rencontrer Hélène. Elle ciblait systématiquement des personnes âgées riches avec des problèmes cognitifs, gagnant leur confiance, puis volant lentement leurs actifs tout en les isolant des membres de leur famille qui pourraient le remarquer. Lorsque toute l'étendue des crimes de Sophie a été révélée, le parquet a engagé des poursuites pour abus de faiblesse, fraude et vol. Le montant total volé aux 3 victimes était proche de 2 millions d'euros. Hélène était initialement réticente à témoigner contre Sophie, inquiète du stress d'un procès et préoccupée par ses propres problèmes de mémoire. Mais quand elle a appris l'existence des autres victimes, elle est devenue déterminée à obtenir justice. « Je ne la laisserai pas continuer à faire ça aux gens », m'a dit Hélène lors d'une de nos visites hebdomadaires. « Elle a volé mon argent, mais elle a aussi volé ma dignité et mon indépendance. Personne d'autre ne devrait avoir à subir ça. » Le procès pénal était prévu pour l'année suivante, mais le divorce civil de Sophie et Marc a avancé plus rapidement. Avec les preuves documentées de son activité criminelle et de son schéma de tromperie, Sophie n'avait aucun levier pour contester les demandes de Marc pour la garde exclusive et le contrôle de leurs biens matrimoniaux. Dans une tentative désespérée d'éviter la prison, Sophie a accepté un accord de plaidoyer qui l'obligeait à rembourser intégralement toutes ses victimes et à purger 5 ans dans une prison d'État. Elle a également accepté de ne pas contester les termes du divorce de Marc en échange de son soutien à la peine réduite. Le jour où Sophie a été condamnée, j'étais assise dans la salle d'audience à côté d'Hélène, lui tenant la main pendant que le juge lisait le verdict. Sophie ne nous a jamais regardés, n'a jamais montré de remords pour ce qu'elle avait fait. Même à la fin, elle semblait croire qu'elle était la victime d'une conspiration injuste. Mais ces victimes ont finalement obtenu justice. Hélène a récupéré la plupart de son argent, bien que le traumatisme émotionnel de la trahison ait mis beaucoup plus de temps à guérir. Les autres victimes âgées, un enseignant à la retraite nommé Franck et une veuve nommée Dorothée, ont également reçu une restitution et ont commencé le processus de reconstruction de leur sécurité financière. Pour moi, la victoire la plus importante a été la reconstruction de ma relation avec Marc et Emma. Sans la manipulation et les mensonges constants de Sophie, Marc a commencé à voir combien de dommages avaient été causés à notre dynamique familiale. Il a fait un effort sincère pour m'inclure à nouveau dans leur vie, m'invitant à des dîners hebdomadaires et me demandant de l'aide pour s'occuper d'Emma. Emma était confuse et blessée par la disparition de sa mère de leur vie quotidienne, mais elle s'est adaptée plus rapidement que je ne l'avais prévu. Les enfants sont remarquablement résilients. Et avec un amour constant et une communication honnête, elle a commencé à comprendre que parfois les adultes font de très mauvais choix qui blessent d'autres personnes. « Mamie Martine » m'a-t-elle demandé un soir alors que je l'aidais avec ses devoirs. « Est-ce que ma maman est une mauvaise personne ?» C'était une question que j'avais redoutée, mais aussi une pour laquelle je m'étais préparée. « Ta maman a fait de très mauvais choix », ai-je dit prudemment. « Elle a blessé des gens qui lui faisaient confiance. Et c'est pourquoi elle ne peut plus vivre avec nous. Mais faire de mauvais choix ne signifie pas que quelqu'un est complètement mauvais. Cela signifie qu'ils doivent apprendre à faire de meilleurs choix. « Est-ce qu'elle reviendra un jour ?» a demandé Emma. « Je ne sais pas », ai-je répondu honnêtement. « Mais ce que je sais, c'est que tu as beaucoup de gens qui t'aiment très fort et qui prendront toujours soin de toi. Ton papa t'aime, et je t'aime, et ça ne changera jamais, quoi qu'il arrive. » Emma a hoché la tête solennellement, puis est retournée à ses problèmes de mathématiques. Les enfants ont une capacité incroyable à accepter des vérités difficiles quand elles sont présentées avec amour et honnêteté. Alors que l'hiver se transformait en printemps,
J'ai commencé à ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, un bonheur sincère. Mon appartement, autrefois une prison de solitude et de rejet, est devenu un espace chaleureux où Emma venait pour des soirées pyjama et où Marc passait pour un café et une conversation. J'ai commencé à prendre des cours d'art au centre pour seniors, quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps quand je gérais constamment des crises familiales et des urgences financières. Mes aquarelles étaient terribles, mais le processus de création de quelque chose de beau m'apportait de la joie. Hélène et moi sommes devenus de véritables amis, liés par notre expérience commune d'avoir survécu à la manipulation de Sophie. C'était une femme fascinante, avec des décennies de sagesse en matière d'investissement et d'expérience commerciale. Une fois sa confiance revenue, elle est devenue un mentor pour d'autres seniors qui s'inquiétaient des escroqueries financières et de l'abus des personnes âgées. « Tu m'as sauvé la vie », m'a dit Hélène un après-midi, alors que nous étions assises dans son jardin, buvant du thé dans son élégant service en porcelaine. « Pas seulement mon argent, ma vie. Si tu n'avais pas découvert ce que Sophie faisait, elle aurait pris tout ce pour quoi j'ai travaillé et ne m'aurait rien laissé. Nous nous sommes sauvés mutuellement, ai-je répondu. Tu m'as donné la force de résister à ces mensonges et de me battre pour la vérité. Le moment le plus significatif est venu 6 mois après la condamnation de Sophie, lorsque Marc m'a assise pour une conversation sérieuse sur l'avenir de notre famille. « Maman, a-t-il dit, je veux te demander quelque chose, et je veux que tu sois complètement honnête avec moi. Au fil des ans, combien d'argent nous as-tu donné, à Sophie et moi? Pas des prêts, des cadeaux, de l'argent que tu ne t'attendais jamais à récupérer. » J'étais réticente à discuter des montants exacts, mais Marc a insisté pour avoir des détails. Quand j'ai finalement additionné toutes les contributions que j'avais faites à leur apport, au soutien de l'entreprise, aux améliorations de la maison et à diverses urgences, le chiffre était stupéfiant. Plus de 200 000 €, a dit Marc tranquillement. « Maman, tu nous as donné plus de 200 000 € au cours des 10 dernières années. Vous aviez besoin d'aide, ai-je dit simplement. C'est ce que fait la famille. Mais Sophie a dit à tout le monde que tu étais financièrement irresponsable et que tu nous demandais toujours de l'argent, a répondu Marc. Elle t'a dépeinte comme quelqu'un qui nous saignait à blanc, alors que la réalité était exactement le contraire. Marc s'est arrangé pour me rembourser à partir des actifs qu'il avait récupérés dans le règlement du divorce. J'ai protesté, disant que l'argent donné par amour n'avait pas besoin d'être remboursé. Mais il a insisté. « Il ne s'agit pas seulement de l'argent, maman, » a-t-il dit. « Il s'agit de reconnaître ce que tu as sacrifié pour notre famille et de s'assurer que tu es financièrement en sécurité pour le reste de ta vie. » Le remboursement m'a permis de quitter mon appartement exigu à Paris et d'emménager dans une belle résidence pour seniors en banlieue, à seulement 20 minutes de la maison de Marc et Emma. Mon nouvel appartement avait un balcon avec vue sur la ville, de l'espace pour mon matériel d'art et une chambre d'amis où Emma pouvait rester quand elle le voulait. Plus important encore, j'avais retrouvé ma dignité. Je n'étais plus la belle-mère nécessiteuse et dramatique qui devait mendier des miettes d'attention de sa propre famille. J'étais de nouveau Martine, une femme avec ses propres intérêts, ses propres amis, sa propre valeur au-delà de ce que je pouvais fournir aux autres. Un soir, alors que j'étais assise sur mon balcon à regarder le coucher de soleil peindre l'horizon parisien de teintes dorées et violettes, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé. La douleur que Sophie avait causée, à moi, à Hélène, à Marc, à Emma, était réelle et durable. Mais elle m'avait aussi appris quelque chose de précieux sur l'estime de soi et les limites. Pendant trop d'années, j'avais accepté d'être maltraitée parce que j'avais peur d'être seule. J'avais donné de l'argent que je ne pouvais pas me permettre de perdre parce que je pensais que l'amour pouvait s'acheter. J'avais ravalé ma blessure et ma colère parce que je croyais que maintenir la paix était plus important que d'exiger le respect. La trahison de Sophie m'a forcée à affronter ces schémas et à les changer. En me battant pour la protection d'Hélène, j'avais appris à me battre pour la mienne. En refusant de cautionner plus longtemps les mensonges de Sophie, j'avais retrouvé ma propre voix. La femme qui tremblait autrefois devant une tasse de café dans son appartement exigu, craignant de répondre à son téléphone parce que ce pourrait être une autre déception, était partie. À sa place se trouvait quelqu'un de plus fort,
de plus confiant, entouré d'un amour et d'un respect sincère. Mon téléphone a sonné, interrompant mes pensées. C'était Emma, qui appelait pour me raconter sa journée à l'école et me demandait si elle pouvait venir le week-end prochain pour travailler sur un projet de science. « Bien sûr, ma chérie, » ai-je dit. « Je viendrai te chercher après l'école vendredi et nous en ferons une vraie soirée pyjama avec du pop-corn et des films. »« Merci, mamie Martine, » a-t-elle dit. « Je t'aime. »« Je t'aime aussi, Emma. Plus que tu ne le sauras jamais. » En raccrochant, j'ai souri aux lumières de la ville qui commençait à scintiller dans l'obscurité grandissante. Demain, je déjeunerai avec Hélène et je visiterai la galerie d'art où plusieurs de mes aquarelles étaient exposées dans la vitrine des artistes seniors. Ce week-end, j'aiderai ma petite fille à apprendre la photosynthèse et j'écouterai ses rêves de devenir vétérinaire. Ce n'étaient pas les années dorées que j'avais imaginées quand j'étais plus jeune, mais elles étaient les miennes, construites sur la vérité au lieu des mensonges, le respect au lieu de la manipulation, l'amour sincère au lieu de l'obligation. J'ai pensé à Sophie, probablement assise dans sa cellule de prison, toujours convaincue qu'elle était la victime d'une conspiration élaborée. J'ai eu pitié d'elle, d'une certaine manière. Elle avait jeté une famille qu'il aimait, détruit des relations qui auraient pu la soutenir, choisi la cupidité plutôt que l'intégrité. Elle purgerait sa peine et serait finalement libérée. Mais les dommages qu'elle avait causés à sa propre vie étaient irréversibles. En fin de compte, elle m'avait appris quelque chose d'inestimable, que parfois, s'éloigner des relations toxiques, même familiales, est le seul moyen de se sauver. Que fixer des limites n'est pas égoïste, c'est nécessaire pour survivre. Que le respect doit être mutuel, ou ce n'est pas du tout du respect. En me préparant à me coucher ce soir-là, je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain. La femme qui me regardait avait les cheveux argentés et des rides autour des yeux, des mains marquées par des décennies de travail et de soucis. Mais il y avait quelque chose de différent dans son expression maintenant. Une force qui n'était pas là il y a 2 ans, une paix qui venait de la connaissance de sa propre valeur. J'ai pensé à toutes les personnes qui pourraient écouter cette histoire, reconnaissant quelque chose de familier dans mon expérience. Peut-être sont-elles manipulées par un membre de leur famille, ou exploitées financièrement par quelqu'un en qui elles ont confiance, ou lentement isolées des personnes qui se soucient d'elles. Peut-être trouvent-elles des excuses au mauvais comportement de quelqu'un d'autre parce qu'elles ont peur d'être seules. Si c'est vous, si quoi que ce soit de tout cela vous semble familier, je veux que vous sachiez que vous n'avez pas à accepter d'être maltraité par des gens qui prétendent vous aimer. L'amour n'exige pas que vous renonciez à votre dignité ou à votre sécurité financière. L'amour n'exige pas que vous soyez isolé d'autres relations ou que vous gardiez des secrets sur la façon dont vous êtes traité. Le véritable amour, celui qui dure, soutient et guérit, est basé sur le respect mutuel, la communication honnête et un souci sincère du bien-être de l'autre. Il ne vous demande pas de choisir entre l'estime de soi et l'harmonie familiale, car la véritable harmonie familiale inclut votre bonheur et votre sécurité. Vous avez le droit d'être traité avec gentillesse par les gens dans votre vie. Vous avez le droit de maintenir des relations en dehors de votre famille immédiate. Vous avez le droit de contrôler vos propres finances et de prendre vos propres décisions sur la façon de dépenser votre argent. Vous avez le droit de poser des questions et d'exiger des réponses honnêtes. Plus important encore, vous avez le droit de vous éloigner des personnes qui vous blessent constamment, même si elles font partie de votre famille. Le lien du sang ne donne à personne le droit de vous abuser ou de vous exploiter. Le mariage ne donne à personne le droit de vous isoler de votre système de soutien. Aucune relation, aussi importante soit-elle, ne vaut de sacrifier votre dignité fondamentale et votre estime de soi. Il m'a fallu 72 ans pour apprendre ces leçons, mais il n'est jamais trop tard pour commencer à exiger un meilleur traitement de la part des gens dans votre vie. Il n'est jamais trop tard pour fixer des limites, s'éloigner des relations toxiques ou se défendre contre les personnes qui profitent de vous. Hélène avait plus de 80 ans quand elle a trouvé le courage de tenir tête à Sophie. Elle aurait pu passer ces dernières années à se faire voler lentement tout ce pourquoi elle avait travaillé, vivant dans un isolement et une confusion croissant, pendant que son agresseur la convainquait qu'elle imaginait le vol. Au lieu de cela, elle a choisi de se battre, et grâce à ce courage,
elle a obtenu justice et a récupéré ses biens volés, j'aurais pu continuer à accepter mon rôle de bouc émissaire familial, envoyant de l'argent tout en étant exclu, ravalant ma blessure tout en étant blâmé pour des problèmes familiaux que je n'avais pas causés. Au lieu de cela, j'ai choisi d'enquêter sur la vérité. Et cette enquête a révélé non seulement les crimes de Sophie, mais aussi le chemin pour reconstruire des relations authentiques avec mon fils et ma petite-fille. Le choix d'exiger un meilleur traitement est toujours disponible, peu importe depuis combien de temps vous acceptez moins que ce que vous méritez. Le choix d'enquêter sur un comportement suspect est toujours disponible, peu importe à quel point il pourrait être plus facile de détourner le regard. Le choix de vous protéger et de protéger les autres des personnes qui causent du tort est toujours disponible, peu importe à quel point il peut être effrayant de tenir tête à quelqu'un qui a du pouvoir sur vous. Si vous êtes dans une situation où quelqu'un vous exploite financièrement, il existe des ressources pour vous aider. Les services sociaux peuvent enquêter sur les cas d'abus de faiblesse. Les conseillers financiers spécialisés dans ces situations peuvent vous aider à comprendre ce qui arrive à votre argent. Les associations d'aide juridique peuvent fournir une assistance légale abordable pour les personnes confrontées à l'exploitation financière. Si vous êtes émotionnellement manipulé ou isolé des autres membres de votre famille, il y a des conseillers et des thérapeutes qui comprennent ces dynamiques et peuvent vous aider à développer des stratégies pour vous protéger. Les centres pour seniors ont souvent des groupes de soutien pour les personnes confrontées à des situations familiales difficiles. Plus important encore, faites confiance à votre instinct. Si quelque chose ne semble pas juste, si les explications de quelqu'un ne tiennent pas la route, si l'on vous pousse à garder des secrets ou à couper les liens avec des personnes qui se soucient de vous, ce sont des signaux d'alarme qui méritent une enquête. Ne laissez personne vous convaincre que vous êtes paranoïaque ou dramatique pour poser des questions sur votre propre vie et vos relations. Les gens qui vous aiment vraiment voudront que vous vous sentiez en sécurité et en confiance dans vos relations avec eux. Ils ne seront pas menacés par vos questions ou vos relations avec d'autres personnes. Ils ne vous demanderont pas de sacrifier votre sécurité financière ou votre bien-être émotionnel pour leur convenance. Quiconque exige ce genre de sacrifice, qui utilise votre amour comme un levier pour vous contrôler ou vous exploiter, n'est pas quelqu'un qui mérite un accès illimité à votre vie, à vos ressources ou à votre confiance. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire à ce que Hélène et moi avons traversé? Vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez traité équitablement par quelqu'un qui prétend vous aimer? Avez-vous déjà découvert que quelqu'un vous mentait sur les sentiments ou les actions d'une autre personne? S'il vous plaît, partagez votre histoire dans les commentaires. Parfois, le simple fait de dire la vérité sur ce qui nous est arrivé peut aider quelqu'un d'autre à reconnaître les schémas dans sa propre vie. Parfois, savoir que d'autres personnes ont survécu à des situations similaires peut donner à quelqu'un le courage d'agir pour se protéger. Et si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si elle vous a fait réfléchir à vos propres relations ou vous a rappelé quelqu'un que vous aimez qui pourrait être dans une situation similaire, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. J'ai beaucoup d'autres histoires à raconter qui viennent du cœur, des histoires de résilience et de guérison et des façons surprenantes dont la vie peut changer lorsque nous trouvons le courage d'exiger un meilleur traitement des gens qui nous entourent. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci de vous être soucié de l'histoire d'Hélène. Merci de comprendre que parfois, la chose la plus aimante que nous puissions faire est de refuser de cautionner le mauvais comportement de quelqu'un d'autre, même lorsque cette personne fait partie de la famille. N'oubliez pas, vous méritez d'être traité avec gentillesse et respect. Vous méritez des relations basées sur le soin mutuel et la communication honnête. Vous méritez de vous sentir en sécurité et valorisé dans votre propre vie. Ne laissez jamais personne vous convaincre du contraire, peu importe qui ils sont ou combien d'histoires vous partagez avec eux. Votre dignité n'est pas négociable. Votre valeur n'est pas sujette à débat. Votre droit d'être bien traité ne dépend de l'approbation de personne d'autre. Accrochez-vous à ces vérités, quelles que soient les tempêtes que vous pourriez affronter. Elles vous porteront.